Ravi de vous retrouver. Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous. À la une ce soir, Bambilor, la réunion du conseil municipal perturbée par une manifestation. La route des Niayes est également bloquée par des manifestants qui ne veulent pas du projet de découpage. Planète, une application pour parer aux fraudes de bulletins de notes devenues récurrentes. Les responsables du lycée Lamine Gueye de Dakar chantent les mérites de la plateforme à découvrir donc dans ce journal. L'état civil à l'ère du digital, la stratégie nationale a été lancée ce jour, un projet avec le concours de l'Union européenne. Le poulet se fait rare dans le marché, les prix flambent, une situation qui préoccupe vendeurs et acheteurs à quelques jours de la Korité. Madame, Monsieur, bienvenue à tous. Et nous démarrons avec les populations de Bambilor qui se sont invitées à la réunion du conseil municipal convoqué pour statuer sur le projet de découpage qui concerne la commune. La route des Niayes a été bloquée pendant 1 heure par les manifestants qui ne veulent pas entendre de ce projet. Regardez. On parle avec un cœur meurtri. On ne peut pas accepter ce que nous avons déjà, ce qui est l'arrondissement de la commune de Bambilor, un ministre de la République qui est jugé, comment dirais-je, ministre des collectivités, je ne sais pas, territoriales ou pas, veulent accaparer le département de Bambilor en essayant d'éliminer des adversaires politiques. C'est ce que nous n'allons pas accepter. On va perdre 40% jusqu'à 60% du budget de la commune. Et ensuite, si vous prenez le village de Kerndiaïlo et de Kounoun, il y a beaucoup. Si on prend par exemple le central de Kounoun, qui s'y met beaucoup de ressources à chaque année, tous ces atouts, on va les perdre. Donc c'est ce que nous n'allons pas accepter. Et le ministre, tout ce qu'il voit aujourd'hui, c'est de prendre tout ce qui est atout, comme que la commune obtienne, qu'il les remette à la mairie de Sangalkam. C'est ce qui est inadmissible. En tout, on avait 19 villages, plus les cités. Donc, lui, il veut prendre 5 villages parmi les 11 villages qui sont dans la commune de Bambilor. Et le pire, le village de Ngendouf, ça ne fait même pas 1 kilomètre. Il est plus proche des cités Zakis que le village de Noflay ou bien de Sangalkam. Aujourd'hui, on est trop pacifique. On est nerveux, raison pour laquelle on parle de cet état, n'est-ce pas? Mais ça va nous pousser à faire le pire s'il n'arrête pas. Le phénomène de vol ou de falsification des bulletins de notes interpelle les responsables des écoles. Au lycée Lamine Gueye, pour parer à toute éventualité, l'administration a recours à une application développée par le ministère de l'Éducation nationale, Planète, une plateforme scolaire sûre et fiable d'après eux, focus sur une application révolutionnaire pour l'école Abdourahmane Ly. Au lycée Lamine Gueye, c'est la reprise des cours après 3 jours de vacances à la suite des compositions du premier semestre. Des compositions qui marquent la phase finale d'un processus de confection des bulletins de notes. Ces carnets scolaires mentionnant les différentes notes obtenues par l'élève ont tendance à être falsifiés. Le lycée Lamine Gueye se barricade contre de telles tentatives à travers une application développée par le service informatique du ministère de l'Éducation nationale, Planète. Planète qui est aujourd'hui le logiciel de gestion des établissements, de tous les établissements. Et avec Planète, tout est informatisé. L'élève a accès à son bulletin, mais simplement en ligne. Aujourd'hui, nos élèves sont tous identifiés avec des IN. L'IN, c'est le numéro d'identification nationale de l'élève. C'est une application qui est mise quand même par le CIMEN, le service informatique du ministère de l'Éducation nationale. Maintenant, nous avons le tableau de bord. C'est différent. Planète, une plateforme accessible aux élèves, parents d'élèves et personnel enseignant par identification. Une application qui ne laisse aucune chance à des tentatives véreuses. Moi, je trouve que c'est une application qui est fiable. Parce que si je prends le bulletin, il y a 2 filigranes qui permettent d'affirmer que c'est falsifiable. Parce que même si vous falsifiez,
Il suffit qu'on met le QR ici et qu'on constate que le bulletin est faux. L'élaboration des emplois du temps, le suivi des cours, la sécurisation des bulletins de notes à l'ordre des nouvelles technologies, tout est dans Planète. Les élèves y trouvent des procédés simplifiés. Planète, je peux dire que c'est juste une preuve de l'avancée de la technologie déjà. Je peux dire que Planète nous a facilité les cours parce que déjà, c'est comme un machinisme en fait. Ça nous réduit le travail d'aller rectifier des copies chez le professeur qui prend par exemple plusieurs heures. Donc tout est dedans. Et ça facilite même la tâche au professeur. Tout le temps, dès qu'ils finissent de corriger, ils le mettent dans propre Planète. Des élèves sont exclus temporairement d'une école privée à Kaolack à cause de bulletins de notes volés. Au lycée Bounakan de Kolda, le censeur et 2 de ses collaborateurs arrêtés par rapport à un bulletin falsifié. Pour éviter ce phénomène, le lycée d'Amine Gueye, qui a opté pour la plateforme Planète depuis une année, appelle les écoles à se rabattre sur les nouvelles technologies. Un reportage de Mamadou Dian avec Seydina Mbaye. Éducation toujours, le projet du ministère de l'Éducation nationale pour le développement du téléenseignement a été officiellement lancé à Diamniadio. Ce projet va permettre l'intégration de l'outil numérique dans les pratiques pédagogiques courantes. Selon le ministre de l'Éducation nationale qui a lancé Promet en compagnie de son collègue de l'économie numérique et des télécommunications, Mamadou Talla, au micro de Babacar Seck. Alors ce projet qu'on appelle Promet, projet du ministère de l'Éducation nationale pour le développement des téléenseignements, vient à son heure. Et ça nous a permis d'avoir des résultats extrêmement importants. Parce qu'il faut apprendre à la maison, apprendre partout, apprendre dans la rue, apprendre avec des outils variés, diversifiés. Et donc c'est dire qu'aujourd'hui, nous réussissons le fait que l'ensemble des partenaires techniques et financiers, les inspecteurs d'académie, les enseignants, les élèves, les parents d'élèves, les familles, tous les acteurs et tous les partenaires saluent ce projet et accompagnent ce projet qu'on appelle Promet. Et aujourd'hui, nous le lançons, mais en réalité, c'est déjà beaucoup d'activités qui ont été menées au niveau de la formation des technopédagogues, au niveau de l'équipement, au niveau des infrastructures. Donc c'est dire que ce projet, depuis qu'il a été lancé, a donné des résultats extrêmement importants. Et pour vous montrer qu'il était utile de le faire, dans ce 21e siècle, on ne peut plus apprendre entre 4 murs. Ça n'existe plus. Et le Sénégal a anticipé. Tout à l'heure, nous avons assisté à une partie d'un cours. Un cours où vous avez vu, c'était dynamique, c'était clair, c'était simple. Et ça nous a permis d'allier et l'anglais et les sciences en même temps. Et les élèves ont compris et partout en même temps. Donc ça, il n'y a que le numérique qui peut le faire. Il n'y a que le téléenseignement qui peut le faire. Et direction l'université Cheikh Anta Diop pour parler des conditions des étudiants au campus social, des conditions difficiles confient les pensionnaires malgré l'octroi de matériel par le coude. Au pavillon H, par exemple, 20 étudiants s'entassent dans la chambre 67. Pape Maïdia, Augustin Mandan, reportage. Le surnombre dans le campus de l'université Cheikh Anta Diop, parmi tant d'autres problèmes du temple du savoir. La chambre 67 du pavillon H accueille, semble-t-il, une dizaine d'étudiants. 7 étudiants en 2e année et pensionnaires de cette chambre. Oui, ici à l'université, on est à la pavillon H. On est à la chambre 67. On est presque à 22 personnes au total, mais les conditions sont vraiment difficiles. Elles sont très difficiles même. Mais on gère. Ici, c'est la vie familiale. On est là pour le social, on œuvre pour le social parce que c'est ça qu'on nous a appris depuis à base. Cet autre étudiant loge dans la même chambre. Il a toutes les peines du monde à travailler et dans ces conditions. Pour nos études, normalement, la chose à faire, c'est d'aller dans les amphis ou dans les salles de révision et réviser là-bas. Et dans la chambre, c'est impossible de réviser. À moins que vous trouvez ça, dans de rares cas, vous trouvez ça dans la chambre. Mais la majeure partie des temps, pour réviser, vous partez dans les amphis ou dans les salles de révision. Parce que la chambre, comme il l'a dit, c'est 28 personnes. En permanence, il y a presque beaucoup de personnes dans la chambre. Et à chaque fois, le bruit, et il y a l'ambiance. Et dans ces conditions, on ne peut pas apprendre dans la chambre. Résultat, de nombreux étudiants échouent à l'université en raison de cette atmosphère.
Parce qu'on ne peut pas travailler sans des bonnes conditions. Pour travailler, il nous faut des bonnes conditions. Donc forcément, il y aura des impacts. D'autres aussi ont préféré faire suivre d'autres formations, laisser ici. Parce qu'ici, ce n'est pas facile, c'est seulement par là. Les sureffectifs sont un des nombreux problèmes au sein du campus de l'université, ce qui explique le manque de transparence dans les codifications selon les étudiants. Et lancement de la stratégie nationale d'état civil, la cérémonie s'est tenue ce matin. Le projet de digitalisation et de numérisation des systèmes d'état civil qui prend forme grâce à un appui de 18 milliards de l'Union européenne, compte rendu Moussa Fall. Maîtriser la démographie en passant par l'état civil, c'est tout l'intérêt de cet atelier. Atelier de lancement du processus de l'évaluation complète des systèmes d'enregistrement d'état civil dans le cadre de l'élaboration de la stratégie nationale de l'état civil qui a réuni des sommités nationales et internationales. Une démarche holistique dans la recherche de solutions de l'état civil au Sénégal à ces problématiques. Une ébauche de solutions, un projet de 18 milliards de l'Union européenne pour la numérisation et la digitalisation des systèmes d'état civil au Sénégal. Et très bientôt, sur le terrain, les constructions des centres d'état civil vont démarrer. Et la partie soft, nous travaillons en interministériel avec tous les ministères concernés, le ministère de l'Intérieur, évidemment, le ministère de l'économie numérique, les autres ministères des Affaires étrangères, de la justice, pour qu'ensemble nous puissions avoir un système intégré pour l'état civil, une interconnexion de tous les centres et de toutes les administrations en utilisant au maximum le data center qui est à Diamniadio. Et cela nous permettra d'avoir des documents fiables, sûrs, sécurisés, et ces documents vont contribuer à la disponibilité des documents d'état civil en vue d'une identité numérique unique. Point de mire, la déclaration des naissances, des décès et des mariages. Un programme qui va sans doute réduire la charge de travail des officiers principaux d'état civil, les maires, mais un programme qui va également permettre à tous de jouir de leurs droits les plus fondamentaux, selon l'ambassadrice de l'Union européenne au Sénégal. Il est important de le rappeler aussi à la jeunesse que ce travail sur l'état civil, c'est aussi la base pour l'accès à une pleine participation à la vie politique, sociale, économique d'un pays. Très heureux d'être associé à cette phase hyper active dans le programme. Nous fonctionnons tous en mode nabar, comme l'a dit Monsieur le ministre, et nous allons continuer ainsi. Fast track dans la gestion axée sur les résultats. Le ministre des collectivités territoriales, du développement et de l'aménagement des territoires invite toutes les parties prenantes pour la réussite de ce projet. Dire que les ressources halieutiques existent en abondance est un manque de respect aux acteurs du secteur, selon l'organisation Dakar Pêche. Pour Ibrahim Amar, les pêcheurs artisanaux sont capables d'aller chercher le poisson là où il est, mais ils se heurtent aux bateaux industriels qui continuent de provoquer des accidents en haute mer. Ibrahim Amar, président du quai de Rufisque et membre de l'organisation Dakar Pêche, répond à Babacar Seck. Mais c'est les pêcheurs sénégalais qui prenaient ces barques-là et allaient jusqu'à Tenerife, allaient jusqu'à Guinée-Bissau, en Mauritanie, en Gambie, jusqu'à Sierra Leone et revenir au Sénégal. Donc quand ils nous disent que les pêcheurs ne peuvent pas y aller là où le poisson est, ça c'est une erreur fatale. Le problème, les pêcheurs ils peuvent partir là-bas. Le problème est auparavant, cette masse de poissons venait jusqu'au verger. C'est pour cela que nos ancêtres avaient des scènes tournantes, des scènes de place. Quand tu pars à Tcharay, à Mbao, à Rufisque, il y avait des scènes de place. Pourquoi ces scènes de place ont disparu? Parce que ces poissons ne venaient plus au large. Pourquoi? Parce qu'il y a les bateaux industriels, les gros bateaux industriels qui exploitent cette masse de bandes de poissons. Nuit et jour. Et tu sais qu'au Sénégal, il n'y a pas de surveillance quasiment comme en Mauritanie ou bien en Guinée-Bissau. Donc, comme il n'y a pas de surveillance, il y a les gros bateaux Union européenne qui sont en train de piller nos ressources, donc on ne voit plus le poisson. En dehors des 6000 miles, quand les pêcheurs artisanaux ils partent là-bas, il peut y avoir des télescopages, des accidents avec ces gros industriels. Donc c'est pour cela que le poisson ne vient plus, ils n'ont pas les informations requises. C'est pour cela qu'ils ont dit que le poisson
le thon, les merlus, donc les pêcheurs sénégalais ne le pêchent pas, donc on va signer pour l'Union européenne. Ça, c'est des erreurs fatales à rectifier. Le Sénégal doit compter sur son propre vécu pour se développer, comme l'a fait le Rwanda, qui est aujourd'hui une référence et une fierté africaine. L'appel est de Mamadou Ndiaye, le directeur de la communication de Media Invest Group. Prenez part à la rencontre organisée par le CIS. Le voici au micro de Mam Abdougaï Kassé. Nous, Sénégalais, à chaque fois que nous nous réunissons dans des séminaires, dans des rencontres internationales, c'est pour invoquer ou convoquer les exemples bâtis ailleurs ou bien peut-être vécus ailleurs. Mais si chaque Sénégalais qui a fait un pays de l'étranger revient pour dire telle expérience est intéressante, telle autre expérience est intéressante, quand est-ce que nous allons maintenant nous bâtir un projet qui soit identifiable au Sénégal, parce que bâti justement par des Sénégalais? C'est pourquoi, à un moment donné, moi j'ai préconisé qu'on rompe un peu avec, disons, cette externalisation donc, des expériences pour ne nous focaliser que sur ce que nous pouvons faire. Et Dieu sait que nous pouvons faire des choses. Parce que le Rwanda, qui a été abondamment cité aujourd'hui au cours de cette rencontre-là, c'est un pays qui est atypique. Quand ils ont vécu justement le drame de 1994, ils en sont sortis, mais ils ont dit, c'est nous, c'est notre réflexion interne. Et pourquoi donc les Sénégalais citent l'exemple rwandais? Parce que nous n'avons pas justement la même trajectoire historique, nous n'avons pas peut-être vécu les mêmes drames, sauf peut-être que au début des années 2000, il y a eu la tragédie donc, du Diola, mais même ça n'a pas servi comme un effet catalyseur pour permettre aux Sénégalais de se réorganiser, de se regarder et puis ensuite de développer une estime de soi. Et l'OMVG a un appui au secteur de l'élevage dans la région de Kaolack. Des médicaments vétérinaires destinés aux bovins en petits ruminants et aux équidés d'une valeur de 18 300 000 francs sont remis aux autorités administratives. Un geste à inscrire dans le cadre de la réalisation du projet énergie de l'OMVG. Écoutons Soda Nyar Diallo, chef d'équipe du comité national de suivi du projet énergie de l'OMVG pour le Sénégal. Elle répond à Adamassar avec Astombaï. Le projet énergie de l'OMVG, via son plan d'action et de réinstallation a prévu la compensation, notamment les pertes de culture. Nous avons les pertes de structure. Nous avons également les pertes d'arbres forestiers. Et aujourd'hui, on est là réunis pour gérer le cas des pertes de pâturage, c'est-à-dire les pertes fourragères qui va à l'endroit du bétail. La campagne de vaccination qui est prévue dans le cadre du plan d'action et de réinstallation du projet énergie de l'OMVG vise le cheptel, à savoir les bovins, nous avons les ovins, nous avons aussi les équidés. Par bovins, nous avons la catégorie des bœufs, les ovins, nous avons les moutons et les chèvres, et pour les équidés, il y a aussi, les chevaux. Et direction Ouagadougou, dans la capitale burkinabé, un opérateur économique sénégalais fait montre de sa générosité. Abuja, puisque c'est de lui qu'il s'agit, organise depuis le début du mois de jeûne une rupture collective au profit des musulmans. Il s'inscrit dans la dynamique de partage de ce mois béni de Ramadan. Ndiagatiam, reportage. Zawiya Cheikh Ahmed Tidiane Chérif de Ouagadougou, 20e jour du mois de Ramadan. Coran en main, les fidèles musulmans suivent attentivement le tafsir du jour. Entre Jérusalem et Saba, on va être au moins. Mais Suleiman avait une armée, la tête de l'armée pouvait être à Saba et derrière le n'est pas encore quitté Palestine. En plus, cette armée est composée des djimés et des djinns. Ce n'est pas seulement des hommes, il y avait des djinns. Et quand l'horloge affiche 18h30, le tafsir laisse la place à une rupture collective. Je viens ici pour casser mon carré parce qu'il y a des tamaros, des bananes, des oranges, des bissap. À l'origine de ce repas communautaire, un opérateur économique sénégalais. Une initiative partie d'un constat et qui se veut pérenne. Naturellement, les voisins de Burkinabé et d'autres, tous les musulmans qui habitent dans le coin, ils viennent prier ici. Donc on a remarqué pendant le mois de jeûne, comme l'heure de rupture et la prière de Maghrib, c'est très proche, c'est 5-10 minutes. Les gens ne peuvent pas couper ses œufs et puis venir prier de Maghrib. Ça va être un peu difficile. Mais s'il faut venir couper ici, encore retourner à la maison, se préparer à venir prier, c'est compliqué. C'est pour ça qu'on a décidé
d'organiser la rupture collective pour tous les musulmans. Des musulmans qui apprécient et qui prient pour le donateur. Nous sommes venus ici, on n'a rien payé, on a prié, on a mangé et on le fait bénédiction. Tout le monde est content de celui qui a créé la mosquée là. Tout le monde, dans le quartier, les gens là en parlent. Ils disent que le monsieur c'est un bienfaiteur. On nie la mosquée, il gère même des problèmes des gens. Moi, je n'ai pas reçu un franc pour dire ce que je suis en train de dire. C'est ce que j'entends que je dis. Une longue journée de jeûne sous un soleil de plomb qui s'achève avec un wazifa et des prières surrogatoires. Et retour à Dakar, à quelques jours de la Korité, le marché du poulet est loin de reprendre des couleurs. À Castor, même refrain, le prix du produit flambe. Vendeurs et consommateurs ne devraient en vouloir qu'à la Covid-19, selon les témoignages sur place. Suivez les détails dans ce reportage signé Abinyaï. Il y a encore tout, mais la chaleur est suffocante au marché Castor. Les vendeurs veillent sur leurs étals en attendant les clients. L'accès à l'intérieur du marché n'est pas simple. Nous empruntons une voie vers les vendeurs de poulet. L'ambiance est au rendez-vous. La hausse des prix du poulet aussi. Ces temps-ci, surtout avec l'approche de la Korité, on voit presque plus de poulet. Les quelques rares présents sur le marché pèsent moins lourd et coûtent plus cher. J'ai vraiment peur qu'avec cette fête de Korité, la demande soit supérieure à l'offre. Maman Nyan partage cet avis. Selon elle, tout est cher. Je suis venue au marché aujourd'hui pour acheter, mais franchement, c'est trop cher, surtout pendant ce mois de Ramadan. Le prix des poulets et des cuisses de poulet a augmenté. Vraiment, c'est très dur. Baye Dembadien est un vendeur qui vit mal cette situation. Tout le monde sait qu'il n'y a pas assez de poulet sur le marché. En plus, c'est cher. Heureusement, parce qu'on n'en trouve presque plus. Il livre les raisons de cette hausse. Selon lui, tout s'explique par la réalité des éleveurs domestiques. Moi, je pense que le problème se situe au niveau des éleveurs. On voit des poulaillers dans presque toutes les maisons. C'est ce qui explique cette situation. À quelques jours de la Korité, les vendeurs ne se frottent pas encore les mains comme avant, mais espèrent tout de même un changement avant le jour J. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Mais l'information continue sur www.emedia.sn à 22h30. Imam Birampoui et Boubacar Diallo vous donnent rendez-vous dans Iftar avec leurs chroniqueurs. Bonne soirée à vous et à demain.